Il est exactement 19h à Bamako, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de plus de votre soutien de tous les jours à Chérif La Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Chérif La Télévision. Le groupement des femmes des APM, Association pour le Mali, a initié une cérémonie de lecture de Coran et de Bible ce samedi matin au mémorial Modibo Keïta en plein cœur de la capitale. Cette activité qui a pour objectif de prier pour le Mali entre dans le cadre de la célébration du 8 mars, la journée internationale de la femme. Voyons plus de précisions avec Marietou Diallo et Draman Maléa. Lire le Coran et la Bible, prier pour le repos éternel de l'âme des disparus, une manière pour les femmes des APM de célébrer le 8 mars. Nombreuses personnalités religieuses, coutumières et politiques étaient présentes. Elles avaient décidé de faire une festivité, une manifestation folklorique. Par fini, la majeure partie ont décidé enfin de faire la lecture du Coran, la bénédiction pour la stabilité du pays et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la réussite du pays, nos frères militaires et d'autres citoyens maliens. Bandjougou Doumbia, éminent prêcheur, a invité les femmes à multiplier ces actions pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans notre chère patrie. On a initié cette journée-là, comme c'est dans le cadre du 8 mars, donc là où est le pays actuellement. On dit que le pays n'a pas besoin de folklore. Il faut qu'on cherche les moyens pour aider le pays, aider le président. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a vu que le pays a besoin des bénédictions. Les musulmans le font, les chrétiens le font. Nous aussi les femmes, il faut qu'on se réunisse pour donner ça au bon Dieu, prier le bon Dieu pour qu'il y ait la paix, la concordance au Mali. L'appel que je lance à toutes les femmes APM, les femmes maliennes, pour que les femmes qu'on se lève pour aider le Mali. Le Mali là, a besoin beaucoup de l'aide. Donc nous les femmes, nous sommes les premiers. S'il n'y a pas de paix, nous ne sommes pas tranquilles. Pour qu'il y ait la paix, il faut que les femmes s'unissent et prier le bon Dieu et demander aux autres là, que ce soit l'opposition, la majorité, qu'il y ait l'entente entre tous les Maliens pour que le Mali aille de l'enfant. Les chanteurs de zikr ont apporté leur touche particulière à la cérémonie. Et voilà, le mémorial Modibo Keïta se trouve juste à quelques encablures de la maison des aînés de Bamako, 6 à Amdallaye, ACI 2000, où s'est tenue l'Assemblée générale de l'association des homonymes Oumoudili et Modibo Kane et sympathisants. La cérémonie s'est donc déroulée ce matin en présence de plusieurs délégations venues de la France, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Était présente notre équipe de reportage conduite par Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. Créée en 2008, l'association des homonymes Oumoudili et Modibo Kane et sympathisants, comme son nom l'indique, elle est un regroupement de personnes ayant en commun les noms Oumou et Modibo. Elle a vu le jour par amour pour les saints de la famille El Souad et vise à rassembler tous les homonymes de Oumoudili et Modibo Kane. Elle se veut apolitique. Nous avons créé cette association dans le but d'unifier tous les homonymes de Oumou et Modibo dans le même créneau, afin qu'on se connaisse. Pour leur montrer la route de Dili. Tous ceux qui ne sont pas allés à Dili, leur montrer la route de Dili. Parce que c'est là-bas où reposent nos homonymes. Modibo Kane, Oumoudili. Sidi Modibo Kane, Baba Hamma. Et plus loin, à Dina, Mohamed Abdoulaye Souadou. Voilà, c'est pourquoi on a créé l'association. C'est pour qu'on se connaisse. Parce qu'on a vu que vraiment il y a beaucoup de Modibo et Oumou dans ce pays-là. Et que vraiment, si nous nous unissons, on peut faire beaucoup de choses. Cette association, elle est créée de la volonté des homonymes de Oumou et Modibo pour rehausser le prestige de Oumou et de Modibo Kane de Dili. Elle est créée il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui ils ont voulu la redynamiser pour la donner plus de force et d'enthousiasme. Oumou et Modibo, ce sont des saints, ce sont issus de la famille El Souadou, Hamad Abdoulaye Souadou Kane, ce sont les érudits de ce pays qui a de longue date. Au-delà du simple rassemblement, l'association a en perspective plusieurs projets, notamment la construction de la maison de Oumou et Modibo. On a un grand chantier, la construction de la maison de Oumou et Modibo à Dili. C'est un grand chantier de 200 hectares
que nous avons payé à Dili depuis bientôt 5 ans et que vraiment nous aimerions mettre en chantier. Nous avons aussi en projet la route de Dina. Dili-Dina, ça fait 120 km. C'est une route qui est vraiment très accidentée et que vraiment les gens se perdent très facilement. Parce que les gens, quand ils quittent Dili pour aller à Dina, souvent ils vont se retrouver jusqu'à Mauritanie. Donc on veut baliser la route en mettant vraiment les tonneaux vides tout au long de la route, de Dili jusqu'à Dina. Ça, c'est un chantier. Le troisième, bon, vraiment, nous sommes là, on ne s'est pas encore réunis comme je vous l'ai dit, mais quand même, on veut vraiment créer une télévision pour notre association. Le président d'honneur de l'association a, au nom de la famille de Modibo Kane, remercié les initiateurs de cette association avant de les exhorter à s'inspirer du parcours des deux saints en question, dont la vie était entièrement orientée vers Allah et l'amour de son prophète. Et voilà donc une très belle initiative. Nous en arrivons au grand dossier de la semaine. Quelles sont les attentes majeures de nos concitoyens maliens suite à la nomination du Dr Boubou Cissé comme nouveau chef du gouvernement, nouveau Premier ministre du Mali? Quels sont donc les grands défis qui les attendent, lui et les futurs ministres? Et à quoi donc peut ressembler la nouvelle composition gouvernementale? Autant de questions qui trouveront des éléments de réponse dans ce dossier signé Alhamidou Badinia. Le lundi 22 avril 2019, Dr Boubou Cissé est nommé comme nouveau Premier ministre du Mali par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis sa prise de fonction le mardi 23 avril, le nouveau Premier ministre a rencontré respectivement l'Alliance Ensemble pour le Mali, qui regroupe la majorité présidentielle, et le Front pour la sauvegarde de la démocratie qui anime l'opposition afin de solliciter l'accompagnement de la classe politique. Mais dans le fond, quelles sont les grandes questions d'actualité auxquelles devra s'attaquer le futur gouvernement? Ce qu'on attend pour le nouveau gouvernement, c'est la conjoncture qui est là. Bon, et surtout, le plus précisément, l'insécurité qui brandit du jour au lendemain, chaque instant, quoi. Bon, c'est les deux préoccupations là actuellement pour le moment, quoi. Il y en a beaucoup, mais ce qui est très plus important, ça c'est l'insécurité. Bon, l'attente majeure d'abord, nous souhaitons que le nouveau Premier ministre il ait un gouvernement d'union nationale où tous les partis politiques doivent participer. Et après cela, il faut passer à la sécurité, de ce pays, parce que dans ce pays aujourd'hui, en réalité, nous ne sommes pas sécurisés. Il n'y a pas de sécurité. Quand tu quittes la zone de Ségou, après la zone de Ségou, le Mali n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Après cela, si tu vois que vous êtes le bon travail, vous êtes un meilleur travail, ou bien un bon élève, il faudrait qu'il y ait la sécurité. Mais ensuite, maintenant, ils vont penser aux autres activités. Beaucoup de dangers, beaucoup de défis et beaucoup de paris. En matière de perspectives aussi, l'homme qui vient d'être nommé en la personne de Boubou Cissé, ce que je connais de lui, il a une certaine expérience en matière de gestion, en matière de gouvernance. Et on peut dire qu'on peut espérer sur lui. Mais il prend le Mali à un moment où le pays est en train de traverser une grave et une grande zone de turbulence. Il doit donc être un bon navigateur et un bon pilote aussi. À la fois, il a un bateau, le bateau Mali, et un avion, l'avion Mali. En termes donc d'urgence, comme vous le dites, par rapport aux attentes du peuple malien, de la population malienne, le premier défi, la première urgence, c'est l'aspect sécuritaire. Il doit instaurer une véritable politique sociale. Parce que la sécurité aujourd'hui, essentiellement, c'est quoi au Mali? Ce sont ces conflits inter- et intracommunautaires. La sécurité, c'est quoi aujourd'hui au Mali? Ce sont ces violences. Donc, le premier défi à relever, la première urgence, c'est la sécurité. La méthode maintenant, ça c'est avec ce que nous appelons les forces vives de la nation malienne. Et par force vive, le moteur de ça, c'est les forces de défense et de sécurité. C'est les organisations de la société civile, c'est surtout le peuple malien qui est désormais debout sur les remparts. Et après ça, en termes d'attente du peuple malien, c'est mettre cette jeunesse-là aujourd'hui au travail.
C'est pourquoi j'ai dit, Bobo, il est entre l'être et l'avoir. Il doit d'abord valoriser les hommes, valoriser les savoir-vivre, les savoir-être du peuple malien. Il ressort notamment de ces différentes interventions que la sécurité, l'éducation et l'emploi des jeunes sont les grands mots auxquels le nouveau Premier ministre devra faire face. Actualité hors de nos frontières à présent. 2 jours après l'intervention du président français Emmanuel Macron, une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé des mesures censées répondre à la grogne sociale. Un nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes a eu lieu aujourd'hui même. Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement, donne son avis sur l'allocution télévisée du président et explique la raison pour laquelle les manifestations ne s'arrêtent pas. C'est un commentaire signé Moussa Fomba. Jérôme Rodriguez, une des figures du mouvement, donne son avis sur l'allocution du président et explique pourquoi les manifestations continuent. Évaluant le discours prononcé le 25 avril par le président de la République comme étant creux et n'apportant rien pour le citoyen, le gilet jaune Jérôme Rodriguez estime qu'Emmanuel Macron garde son cap. Il a juste remodélé, reformulé son discours électoraliste qu'on ne veut plus et c'est pour cela que nous sommes dans la rue aujourd'hui, explique le gilet jaune. Interrogé sur les mesures promises par le chef de l'État, Rodriguez estime qu'il n'y a rien d'annoncé, rien de concret, ce qui explique d'après lui la poursuite de la mobilisation. Abordant la question de l'opinion publique et des violences qui émaillent certaines mobilisations, Jérôme Rodriguez dit que 90% des manifestations se passent bien, soulignant toutefois que les caméras ne sont présentes que lorsqu'il y a du sang. Et d'ajouter que le gilet jaune n'est pas une idéologie, il y a un citoyen sous le gilet jaune. Et les revendications que l'on fait, ce ne sont pas des revendications de gilets jaunes, mais des revendications citoyennes. Et tous les citoyens de France peuvent être concernés par ce que l'on demande. Fin de citation. Et nous restons dans l'actualité internationale. Direction le Soudan avec la mise en place d'un comité conjoint dans lequel les militaires devraient siéger. Au Bénin, tenue des élections législatives ce dimanche sans grand engouement car l'opposition est absente. L'OIM tire la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante des migrants dans le conflit inter-libyen. Et au Sri Lanka, les autorités ont lancé une nouvelle offensive après les attaques terroristes en début de semaine. Et enfin, le président américain Donald Trump qui annonce le retrait du traité sur le commerce des armes signé en 2013 par l'ONU. Le commentaire d'aujourd'hui est signé Alhamidou Badini. Selon l'accord adopté mardi 23 avril au Soudan entre les protestataires et le conseil militaire pour livrer le pouvoir aux civils, des éléments militaires devraient siéger au sein du gouvernement transitoire. Un comité conjoint a été formé en remplacement du comité militaire afin de résoudre les derniers blocages. Mais aucune information ne filtre de part ou d'autre sur les points toujours en suspens. Les relations intimes que le conseil militaire entretient avec l'Axe Égypte, Arabie Saoudite et les Émirats inquiètent également les protestataires. Ils ne veulent surtout pas de l'intervention des pays du Golfe dans leurs affaires nationales. De son côté, Sadiq Al-Mahdi, le chef du parti Ouman, a mis en garde contre un coup d'État que les agents de Oumar el-Béchir pourront mener en cas de non-accord entre le conseil militaire et les opposants. Le Bénin, pays réputé pour être un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest, se prépare sans engouement à élire dimanche ses 83 députés dans un scrutin où l'opposition n'a pas pu présenter de candidat et qui inquiète les observateurs des droits de l'homme. La vague d'arrestations arbitraires de militants politiques et de journalistes et la répression des manifestations pacifiques ont été à un niveau alarmant au Bénin, a déclaré Amnesty International à l'approche des élections parlementaires du 28 avril. Ces événements font suite à la décision de la commission électorale d'autoriser seulement 2 partis politiques appartenant au camp présidentiel à présenter des candidats aux élections et d'exclure toutes les listes d'opposition. Organisations humanitaires et institutions internationales s'alarment sur la situation de milliers de migrants en Libye, pris au piège des combats qui font rage depuis 3 semaines entre les forces loyales au gouvernement d'union nationale et celles du maréchal Haftar. Parmi eux, l'Organisation internationale de la migration OIM
en recense 5 933 retenus dans des centres de détention officiels. D'autres centaines sont détenus par des groupes armés dans d'autres installations échappant à tout contrôle. Un des plus importants centres de détention situé dans une zone sous contrôle des forces du maréchal Haftar. Plusieurs migrants ont été blessés dans des circonstances encore floues. L'OIM affirmait mardi soir que des migrants sans défense auraient été la cible de tirs aveugles et que plusieurs d'entre eux ont été sérieusement blessés. Toujours en Libye, 8 ONG internationales ont demandé le 25 avril à la justice administrative française d'empêcher la livraison prévue aux gardes-côtes libyens de bateaux offerts par la France. La plainte a été déposée par Amnesty International, Médecins sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, le groupe d'information et de soutien des immigrés, la CIMAD, Avocats sans frontières, Migre Europe et l'ONG italienne ASGI. En achetant 6 bateaux pour le compte des gardes-côtes libyens, la France participe au cycle de violation des droits humains commis en Libye à l'encontre des réfugiés et des migrants en donnant des moyens logistiques pour les intensifier, estiment les ONG. Les gardes-côtes libyens ont à plusieurs reprises délibérément mis en danger la vie et la sécurité des réfugiés et migrants qu'ils sont censés secourir, affirme le communiqué. À la suite des attentats qui ont endeuillé le Sri Lanka le 21 avril, les autorités ont lancé l'assaut contre une maison de la ville de Kalmunai, censée abriter des membres de l'État islamique. 15 personnes, dont 6 enfants, ont trouvé la mort dans le raid, alors que militaires et policiers essayaient d'entrer dans ce qui était, selon leurs renseignements, une cache de l'organisation État islamique à Kalmunai. Dans l'est du pays, 3 hommes se sont fait exploser, tuant 3 femmes et 6 enfants. À ces morts s'ajoutent 3 autres hommes trouvés morts en dehors de la maison et soupçonnés d'avoir également été des kamikazes, a expliqué la police. L'assaut a donné lieu à plus d'1 heure d'échange de coups de feu, a indiqué un porte-parole de l'armée. Puis une perquisition a permis de découvrir les corps. La police et l'armée ont par ailleurs indiqué qu'un civil avait été victime de la fusillade. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il retirait la signature américaine du traité sur le commerce des armes, texte adopté en 2013 par l'ONU et visant à moraliser le commerce international des armes. Nous ne ratifierons jamais ce traité, a-t-il martelé, affichant une nouvelle fois sa défiance vis-à-vis des traités internationaux et de l'organisation multilatérale dont le siège est à New York. J'annonce officiellement aujourd'hui que les États-Unis vont révoquer les effets de la signature par l'Amérique de ces traités, a-t-il déclaré. Le texte avait été adopté en 2013 par l'ONU et signé par le chef de la diplomatie américaine John Kerry sous la présidence de Barack Obama, mais n'a jamais été ratifié par le Congrès. Et voilà donc une compilation qui vous est offerte par Alhamidou Badini. Juste un mot de sport avant de refermer cette édition d'information. Vainqueur de la Coupe de la Confédération avec le Stade Malien le 5 décembre 2009, l'entraîneur Djibril Dramé signe son grand retour pour coacher les Blancs de Bamako pour une durée indéterminée. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage conduite par Youssouf Koulibaly s'est rendue à Sotuba pour s'entretenir avec le nouvel entraîneur Djibril Dramé qui compte bien réécrire une nouvelle page de l'histoire du Stade malien. Je vous propose de l'écouter. Je suis de retour au Stade malien, dans la grande famille du Stade malien. J'ai été sollicité pour venir quand même apporter une touche, celle qui est quand même essayer de rehausser un peu le niveau du stade. C'est vrai, le stade a un niveau, il faut les reconnaître, ils sont déjà champions dans ces dernières années. Et qu'à cela ne tienne, ils avaient besoin quand même d'un autre entraîneur expérimenté pour apporter une touche. Et nous sommes là dans cette dynamique et avec comme objectif de pouvoir gérer la compétition qui pointe à l'horizon, parce que vous êtes au courant qu'il y a une crise qui est en train quand même de dégringoler un peu le football malien. Donc à ce titre, on nous a sollicité pour venir rapidement faire face au cas s'il y a une compétition qui pointe à l'horizon, essayer quand même de relever le défi pour qu'on joue pratiquement le premier rôle.
Donc voilà la mission qui nous a été confiée. Et il y a de cela une semaine, on est là en train de travailler. Et je pense que pour le moment, tout se passe bien. J'ai vu déjà l'effectif, j'ai vu la troupe, j'ai constaté des insuffisances par-ci, par-là, sur le plan technique, sur le plan tactique et sur le plan même stratégie de jeu, auquel je dois m'atteler rapidement à mettre quelque chose en place pour essayer de corriger. C'est vrai, le temps imparti est trop juste parce que les compétitions sont déjà à la porte. Nous sommes obligés de faire avec. On va essayer quand même d'essayer de faire le maximum pour quand même essayer de tenir la dragée très haute. Le 5 décembre 2009 a été quand même une belle journée pour la famille du stade parce que ça a été pratiquement la première consécration africaine. Et effectivement, j'étais à la tête de cette équipe en ces temps bien précis. Et c'est tout à fait normal, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans durant, on est à la recherche d'une deuxième consécration, on n'arrive pas à le faire. Alors, raison pour laquelle on dit qu'on lance un appel vibrant à tout le monde pour qu'on se retrouve et qu'on conjugue les efforts pour l'atteindre encore d'autres objectifs. C'est difficile, très difficile, mais ce n'est pas impossible. Comme on le dit à Kervaillant, rien n'est impossible. Si jamais ces supporters acceptent de venir et que les joueurs acceptent de se donner corps et âme, encadrement que nous sommes déjà mobilisés à la tâche, je pense qu'on pourra quand même faire encore d'autres réalisations beaucoup plus alléchantes que 2009. Voilà donc, c'est sur ces notes d'espoir du nouvel entraîneur du Stade malien que se referme cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programmes justement sur Cherifla à télévision et en vous souhaitant également un bon week-end à toutes et à tous. À très vite pour d'autres news. Merci encore une fois.